personne sans méfiance dans l'eau, la menant à sa fin tragique. C'était le dimanche 29 novembre 1964. Alors que la foule habituelle appréciait un jour de congé sans travailler ni faire d'activités excitantes, Henry Borst et ses amis prévoyaient de visiter l'océan. Ce n'est pas que Henry faisait partie de la foule habituelle pour commencer. Après tout, il était un photographe sous-marin passionné. S'il ne jouait pas du saxophone en tant que leader d'un groupe de rock and roll basé à Melbourne, l'homme semblait pouvoir tout faire. Alors, quand il avait une idée, personne ne disait à Henry qu'il ne pouvait pas ou ne devait pas le faire, pas même sa petite amie Jill Radcliffe. Donc, quand Henry prévoyait de visiter l'océan, c'était bien plus captivant que de simplement tremper ses orteils sur les plages d'Australie. Filmer des phoques sur une île ancienne et isolée au large de la côte de Victoria et faire de la chasse sous-marine dans les eaux environnantes était ce que Henry avait en tête. Un dimanche typique, Henry se préparait avec son équipe pour aller à l'île Lady Julia Percy, une île volcanique isolée située à 22 km de Port Fairy. Formée il y a environ 7 millions d'années par de violentes éruptions sous-marines, l'île s'est séparée du continent australien lorsque la masse terrestre s'est séparée de l'Antarctique. L'eau entourant l'île a une profondeur de 30 à 50 mètres. De fortes vagues sont brisées par les rochers acérés sur les rivages. À l'extrémité sud-ouest de l'île se trouvent des falaises verticales, des criques rocheuses, des plateformes côtières et d'anciennes grottes marines remplies de créatures océaniques et de cavernes mystérieuses. Fait intéressant, Lady Julia Percy abrite la plus grande colonie de reproduction d'otaries à fourrure australienne. De plus, l'île isolée offre un habitat à des oiseaux de mer rares, même selon les normes de la faune australienne. Cependant, là où il y a des otaries à fourrure, il y a aussi l'un de leurs prédateurs naturels, le grand requin blanc. Sans que Henry et ses amis ne le sachent, ce serait le jour qui changerait leur vie à jamais. Le Victorian Aqualung Club, auquel appartenait Henry, et les membres du Port Fairy Mantis Skin Diving Club quittèrent le quai de la rivière Emo à bord d'un bateau commercial de pêche aux requins. Le cinéaste portait une combinaison noire à capuche, ce qui n'était pas rare à l'époque. Finalement, les deux groupes arrivèrent sur les rivages de l'île Lady Julia Percy, où ils devaient commencer à explorer la zone et à filmer les phoques. Garant le bateau à quelques mètres au large de l'île Lady Julia Percy, Henry et ses amis, Diet, Mara Cooper et Fred A.R., parlaient d'une histoire terrifiante. Ce n'était pas exactement le genre de choses dont la foule habituelle parlerait juste avant de plonger dans l'océan et de se mettre à la merci des vagues. L'histoire terrifiante parlait d'un énorme grand requin blanc qui errait dans la zone environnante. On l'appelait Big Ben. Bien qu'il y ait rarement de vérité dans la plupart des histoires de monstres comme celle-ci, il n'était pas difficile d'y croire à ce moment-là, compte tenu des milliers d'otaries à fourrure que l'on pouvait percevoir à perte de vue. Mettez un homme sur un bateau au milieu de l'océan près d'une île isolée et vous obtenez les ingrédients parfaits pour la créature la plus monstrueuse vivante, même si ce n'est que dans l'imagination. Cependant, selon les habitants qui affirmaient que l'énorme requin mesurait au moins 6 mètres de long, la créature était bien réelle et ils avaient les cicatrices pour le prouver. Pour Henry, cependant, c'était simplement une autre opportunité passionnante pour son portfolio. Henry entra dans l'eau vers 12h45. Nageant dans les parties profondes, Henry tourna un film pendant environ 1 heure et revint au bateau vers 13h15. Insatisfait du premier rouleau de film, Henry entra à nouveau dans les eaux. Cette fois, il était accompagné de Dietra et Fred, tous deux équipés de lances courtes. Personne n'aurait pu prédire qu'ils émergeraient de cette plongée à jamais changée par les événements à venir. Faisant une plongée libre, les 3 amis trouvèrent un groupe de phoques se roulant dans les vagues. Henry se tourna immédiatement pour filmer et se concentra sur un phoque mâle parmi le troupeau. Soudain,
Les phoques firent demi-tour et les vagues énergiques devinrent calmes. Quelque chose n'allait pas. Cependant, en raison de la mauvaise visibilité dans l'eau, les plongeurs ne pouvaient pas vraiment discerner ce qui se passait. Ils plongèrent plus profondément, à 10 mètres, et se collèrent au fond. Ils ne trouvaient toujours pas les phoques et réalisèrent qu'ils devaient remonter. Henry perça la surface et sa tête émergea. Cependant, une force incroyable le frappa comme un train de marchandises dès que sa tête brisa la surface. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Henry savait ce qui l'avait attaqué et leva les bras en l'air pour signaler aux autres plongeurs. Il cria à plein poumon « Requin !» Soudain, il fut déchiré à travers l'eau avec une férocité incroyable et traîné sous l'eau. Il ne pouvait rien y faire. L'eau explosa dans le chaos. La force qui tirait Henry vers le bas était si forte que son masque et son tuba furent arrachés de son visage. Et puis, à partir de là, en une fraction de seconde, il aperçut l'auteur maraudeur. C'était un grand requin blanc, c'était Big Ben. La créature s'était accrochée à sa jambe, le secouant comme un chien secouant une vieille pantoufle. Henry essaya désespérément d'atteindre les yeux de la créature, mais son grand museau l'en empêchait. Il ressentit la douleur brûlante des dents du requin perçant son mollet alors qu'il griffait son visage. Au-delà de la douleur, il y avait un problème plus pressant. Henry se noyait. Il retenait sa respiration depuis environ 45 secondes alors que l'assaut continuait. Il suffoquait alors que l'énorme créature le tirait et le faisait rouler d'un côté à l'autre. Henry se souvint de la conversation qu'il avait eue sur le bateau à propos de Big Ben. Il était rempli de peur et de désespoir. Et puis soudain, les tiraillements et les roulements s'arrêtèrent. Henry put presque sentir un moment de paix. Il nagea vers la surface et émergea, haletant pour aspirer autant d'air qu'il le pouvait. Il tâtonna autour de sa jambe gauche, mais elle n'était plus là. Le requin l'avait arrachée. Malgré le choc immense, Henry parvint à rassembler sa concentration. Dipar et Fred atteignirent Henry. Cependant, il n'était pas encore tiré d'affaire car le requin était de retour pour en avoir plus, ayant pris goût à Henry. La créature s'approcha de lui à nouveau, avide d'une autre bouchée du cinéaste sans défense. Cependant, Dipar et Fred repoussèrent la bête en utilisant leurs petites lances à main. Le requin revint au moins 5 fois et chaque fois, Dipar et Fred luttèrent contre lui. La créature était si persistante à s'en prendre à Henry que les lances à main furent déformées dans la bagarre. Finalement, le bateau de plongée se dirigea à toute vitesse vers l'agitation. Jill saisit la ligne de sécurité et finalement, Henry fut ramené à bord du bateau. Henry reçut immédiatement les premiers soins sur le bateau alors qu'il saignait abondamment. Les autres plongeurs l'amenèrent au centre et appliquèrent rapidement un garrot à sa blessure. Même s'il y avait encore des membres sur l'île, le cas de Henry était beaucoup plus urgent. Le capitaine décida de se diriger vers l'hôpital et de revenir chercher les autres membres sur l'île plus tard. Le capitaine appela immédiatement à l'aide et demanda une transfusion sanguine. Lorsqu'ils arrivèrent à Port Fairy, une ambulance les attendait déjà avec quelques litres de sang. Selon le médecin, Henry avait perdu 3,5 L de sang dans l'attaque. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de Warrnambool. 2 théories principales émergèrent de l'incident. Premièrement, selon Dipar, Henry caressait un chien sur la plage et sur le bateau, l'odeur du chien s'était transmise à Henry, incitant le requin à l'attaquer. L'autre théorie était que Henry portait une combinaison doublée de jaune. Selon les experts et 2 universités australiennes, les requins sont daltoniens. Mais ils sont très sensibles aux objets contrastés sous les eaux troubles de l'île Lady Julia Percy. Ce jour-là, les marques de couleur jaune sur le maillot de bain de Henry auraient été un contraste saisissant avec les eaux environnantes, attirant peut-être l'attention de l'un des grands requins blancs. Cependant, beaucoup de gens soutiennent que les chances d'être attaqués sont bien moindres que celles d'être perdus en mer. Après tout,
Les couleurs vives aident à être repéré par les équipes de sauvetage. Néanmoins, Henry fut attaqué vicieusement malgré le fait d'être entouré de phoques. Il eut de la chance d'être en vie. Finalement, Henry se rétablit complètement et retourna dans l'eau après quelques semaines. En 1968, il sortit un documentaire intitulé « Savage Shadow », où une partie des images réelles de l'attaque et une reconstitution furent montrées. Dans une interview ultérieure, Henry ne garda pas rancune envers la créature. Pour lui, ils agissaient simplement selon leur nature. Heureusement pour Henry, il était entouré d'un groupe de plongeurs hautement qualifiés et entraînés. Certaines personnes n'ont pas cette chance. De plus, Henry considérait la perte de sa jambe comme faisant partie de sa chance, car cela l'avait aidé à survivre et à se libérer de l'emprise du requin. Mais contrairement à la plupart des attaques de grands requins blancs effectuant une morsure d'essai, ce requin était déterminé à manger Henry vivant car il revint le chercher 5 fois. Sans les amis de Henry, il aurait certainement connu une fin malheureuse. Alors que la guerre en Ukraine faisait rage, Vladimir Papov, un Russe de 23 ans, décida de quitter son pays natal, la Russie. Il voulait éviter la conscription obligatoire dans les forces armées. Ce n'était pas la vie qu'il voulait pour lui-même, et son père Yuri ne voulait pas que son fils risque sa vie en combattant. Pour cette raison, tous deux déménagèrent en Égypte, laissant derrière eux la mère de Vladimir, qui resta dans la maison familiale à Balika, près de Moscou, et la petite amie de Vladimir, Anastasia. Ils se dirigèrent vers la côte de la mer Rouge en Égypte, trouvant leur marque et profitant de la vie tranquille. Vladimir trouva un travail en ligne en tant que consultant informatique. C'était la façon parfaite de travailler à distance, depuis le confort de sa propre maison. L'arrangement semblait convenir au jeune homme et à son père, mais il ne faudrait pas longtemps avant que la tragédie ne frappe. Le 8 juin 2023, quelques mois seulement après avoir déménagé en Égypte, Yuri et Vladimir descendirent à la mer à côté de l'hôtel Dream Beach, dans la station balnéaire égyptienne de Hurghada. Cette ville pittoresque s'étend sur près de 50 km le long de la côte de la mer Rouge. L'endroit est magnifique, avec des plages de sable blanc et doré bordant les eaux turquoises. Des yachts de luxe et des bateaux à moteur mouillent juste au large et les vacanciers profitent du soleil depuis le confort de leur transat. Vladimir pensait avoir trouvé un véritable trésor en déménageant dans un endroit aussi magnifique. Il entra dans l'eau ce jour fatidique, partant pour une baignade qui devait être sa dernière. La mer calme était invitante, la température de l'air chaude et l'eau fraîche. Vladimir nagea vers le large depuis la plage dans la zone de baignade sécurisée. Plusieurs autres baigneurs profitaient de l'eau en même temps. Puis il y eut un cri. Quelqu'un avait vu quelque chose. Le pire cauchemar de tous se réalisait. Quelque chose auquel nous pensons tous quand nous entrons dans l'eau. L'image claire d'un aileron dorsal perçant la surface. Tout le monde se précipita frénétiquement vers la plage, mais alors que Vladimir se retournait pour nager vers le rivage, il sentit une forte traction sur sa jambe et poussa un cri de douleur. Ce qui suivit fut une attaque dévastatrice et vraiment choquante. Il est rare qu'une attaque animale soit observée par des centaines de personnes à seulement quelques mètres de la victime. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Vladimir. Lorsque les gens entendirent les cris de Vladimir, ils se levèrent de leur siège et regardèrent à travers l'eau. À seulement 6 mètres de la plage, Vladimir était secoué par un énorme requin. Lorsqu'il fut brièvement relâché, les gens purent voir l'aileron dorsal terrifiant encerclant le jeune homme. Puis il fut traîné sous l'eau. Il se débattit, on pouvait le voir essayer de repousser le requin loin de lui. Mais il était trop agile, trop rapide et trop puissant. Il y eut un fracas et un bouillonnement de l'eau alors que Vladimir était entraîné hors de vue. Le grand corps gris du requin s'arqua hors de l'eau. On vit les jambes de Vladimir donner des coups de pied dans l'air, au-dessus de la surface,
alors qu'il était retourné et renversé. Il tournoya en cercle comme une machine à laver. Puis, il refit surface, étourdi et désorienté. Vladimir commença à faire quelques brasses vers le rivage. Comme il devait être terrifié, ne pouvant pas voir le requin, sachant qu'il était quelque part en dessous de lui, sachant qu'il allait probablement revenir pour plus, tournant autour de ses jambes avant de venir pour le tuer. La plage était si proche, terriblement proche. Il était entouré d'un nuage rouge, son propre sang se déversant dans la mer Rouge. Il fit quelques brasses anxieuses vers l'avant. Les gens pouvaient voir la nervosité dans son langage corporel. Ils pouvaient voir qu'il ne savait pas quoi faire, de quel côté se tourner. Vladimir pouvait voir son père sur la terre ferme. Il pouvait voir la foule de gens qui s'étaient rassemblés au bord de l'eau. Mais personne ne venait à son secours. « Papa !» cria-t-il. « Aide-moi !» Mais son père ne pouvait rien faire. Un bateau de sauvetage fut lancé par les sauveteurs dès que l'attaque se déclencha. Ils se dirigèrent à moteur vers Vladimir alors qu'il flottait dans l'eau pendant quelques secondes angoissantes. Puis l'ombre de l'énorme requin émergea à nouveau sous lui. Il n'en avait pas fini avec lui. Ses mâchoires s'ouvrirent grand alors qu'il remontait par en dessous. Il saisit à nouveau Vladimir, cette fois autour de son torse, et plongea profondément sous l'eau avec le jeune Russe dans ses mâchoires. Des témoins rapportèrent avoir vu le corps inerte et sans vie de Vladimir refaire surface encore et encore alors que le requin continuait à le dévorer. Pendant les 2 heures suivantes, le requin tourmenta la foule, tirant et secouant le corps de Vladimir. Ce fut vraiment un cauchemar pour tous ceux impliqués. Un sauveteur du nom de Mohammad aurait nagé vers Vladimir et un autre touriste dans l'eau pendant l'attaque. Il pouvait voir que l'eau entourant Vladimir était pleine de sang. Il pouvait voir à quel point Vladimir était déchiqueté. Lorsqu'il avait levé un bras, Mohammad vit que la main de l'homme manquait. Il faillit laisser retomber le corps dans la mer lorsqu'il remarqua que le requin lui avait arraché la tête. Le requin avait également déchiré la poitrine de l'homme. D'énormes morsures manquaient à l'abdomen. C'était la vision la plus horrifiante qu'il ait jamais vue. Il était clair que Vladimir était déjà décédé. Il concentra donc son attention sur une touriste qui nageait près de Vladimir. Elle était en état de choc, à peine capable de bouger. Mohammad la saisit sous les bras et la ramena au rivage. Là, elle fut réconfortée et prise en charge par les baigneurs. Lorsque le requin eut eu son content, les autorités purent le capturer. Ils traînèrent de longs filets derrière des hors-bords et encerclèrent le requin. Il fut piégé et ramené sur le rivage. C'était un énorme requin-tigre, mesurant 3 mètres de long. Ses marques distinctives étaient visibles sur son corps puissant alors qu'il était tiré sur le sable. Son sort était désormais scellé. Une foule se rassembla pour voir à quoi ressemblait un requin tueur. Puis, ils commencèrent à le battre, tenant des barres de métal et des bâtons en bois. Des hommes commencèrent à frapper le requin à plusieurs reprises, sur sa tête et son visage. Le requin tenta de s'échapper, son corps impuissant sur la terre ferme. Il battit de la queue et se tortilla, désespéré d'avoir de l'eau. Après ces 2 morts brutales, le requin-tigre fut ouvert. À l'intérieur de son estomac se trouvaient certains des restes de Vladimir. C'était une découverte macabre. La tête de Vladimir et plusieurs autres parties du corps étaient à l'intérieur du ventre. Mais une autre découverte pourrait avoir expliqué son comportement agressif et la raison de cette attaque dévastatrice. À l'intérieur d'elle se trouvaient des bébés requins. Les requins-tigres pondent en interne, puis les œufs éclosent à l'intérieur de la mer. Les bébés survivent à l'intérieur d'elle jusqu'à ce qu'ils soient prêts à naître environ 16 mois plus tard. L'expert marin et compatriote russe Dimitri Olov est arrivé à sa propre conclusion sur ce qui s'est passé et pourquoi le requin a attaqué Vladimir. Il pensait qu'étant si grande et lourdement chargée, ses proies typiques auraient pu être trop rapides pour elle.
il était beaucoup plus facile pour elle de chasser des humains qui étaient relativement lents et sans défense dans l'eau. Cependant, biologiquement et écologiquement, cela ne semble pas avoir de sens. Mais Dimitri pensait que ce requin-tigre n'était pas étranger à la chair humaine. L'année précédant la mort de Vladimir, un requin-tigre avait attaqué 2 touristes féminines, une Autrichienne et une Roumaine, au même endroit. D'autres experts ont affirmé que le comportement du requin aurait pu être influencé par l'augmentation des températures de la mer Rouge. Elle aurait pu migrer vers le golfe de Suez et des eaux plus fraîches. Après l'attaque, Yuri parla de la mort de son fils. Il ne gardait aucune rancune envers le gouvernement égyptien et dit remarquablement que c'était tragiquement le destin de Vladimir d'être mangé par le requin. Un commentaire inhabituel, mais qui a probablement rendu la mort de son fils plus facile à gérer. De retour en Russie, la mère de Vladimir apprit les terribles événements. Son fils avait déménagé en Égypte pour éviter une mort prématurée. Il avait toute la vie devant lui, et maintenant le monde de sa mère s'écroulait. Après l'examen médico-légal du corps de Vladimir et de ses restes, Yuri reçut l'autorisation de l'incinérer et de ramener les cendres dans sa patrie, la Russie, le lieu de repos final de Vladimir. Quant au requin, les autorités voulaient que cet énorme spécimen soit préservé. Peut-être pourrait-il servir de forme d'éducation pour les touristes et les habitants. Une équipe de 5 experts en embaumement entreprit la tâche de momifier le requin, afin qu'il puisse être exposé dans le musée local. La mer Rouge a été en proie à des attaques de requins au fil des décennies. Peut-être est-il temps maintenant de faire quelque chose à ce sujet. Comme la surpêche supprime les sources de proie des requins, tels que les grands poissons comme le thon, ils se tournent vers d'autres proies potentielles pour assouvir leur appétit, se rapprochant du rivage. Ces prédateurs incroyables sont plus susceptibles d'attaquer à nouveau que jamais auparavant. Peut-être les stations balnéaires de la mer Rouge devraient-elles installer des filets anti-requins pour protéger les baigneurs, une tactique qui s'est avérée efficace dans d'autres parties du monde. Suite à l'attaque de Vladimir, les plages furent fermées. La mer se vida alors que les touristes quittaient les stations balnéaires. Mais quelques jours plus tard, le gouvernement local jugea l'eau à nouveau sûre. Des hors-bords et des plongeurs de sécurité maintinrent une présence le long de la côte pour rassurer les visiteurs et continuer à surveiller tout danger potentiel. Mais combien de temps faudra-t-il avant que les gens n'oublient cet événement tragique? Combien de temps faudra-t-il avant qu'une autre catastrophe ne frappe, avant qu'un autre nageur innocent ne rencontre son... Imaginez-vous être en train de profiter d'un spectacle comprenant des acrobaties avec des animaux, dans ce cas des orques, et qu'à la fin de la présentation, vous soyez témoin d'un changement inattendu dans le comportement de l'animal qui finit par attaquer terriblement son dresseur. Je ne vous raconte pas la scène d'un film d'horreur, cela s'est réellement produit. Restez pour connaître en détail le Kies de Dawn Brancheau et comment sa vie a pris fin alors qu'elle faisait ce qu'elle aimait le plus au monde. Dawn est née le 16 avril 1969 à Cedar Lake, Indiana, aux États-Unis. Elle était la plus jeune de 6 frères et sœurs. En 1979, alors que Dawn avait à peine 10 ans, sa famille décida de prendre des vacances et visita la célèbre ville d'Orlando, en Floride. Pendant leur séjour, ils assistèrent au fameux spectacle théâtral Shamu de SeaWorld. Dawn fut tellement étonnée et enchantée par la performance de l'orque qui sautait hors de l'eau qu'elle sut immédiatement à quoi elle consacrerait le reste de sa vie. Elle ressentit vraiment au fond de son cœur qu'elle voulait passer ses jours à travailler comme dresseuse d'animaux. Et en quittant les lieux, elle disait à sa mère avec conviction « C'est vraiment ce que je veux faire ». Par la suite, elle étudia à l'Université de Caroline du Sud, où elle obtint des diplômes en psychologie et en comportement animal. Dawn était une fille qui aimait les animaux, elle avait 2 chiens labrador chocolat, ainsi que des canards, des poules et des oiseaux chez elle. Elle était également bénévole dans un refuge pour animaux local tout en travaillant. Après avoir obtenu son diplôme,
elle travailla avec des dauphins à Six Flags Great Adventure, dans le New Jersey, pendant 2 ans avant de commencer sa carrière à SeaWorld Orlando en 1994, où elle travailla initialement avec des loutres et des lions de mer. Elle s'efforça toujours de donner le meilleur d'elle-même, car ses yeux étaient fixés sur le gros lot, pour ainsi dire. En 1996, Dawn réalisa son rêve. Après avoir épousé Scott Brancho, qui travaillait également pour SeaWorld comme skieur nautique, Dawn commença à travailler comme dresseuse d'orques. Elle s'efforça de faire si bien son travail qu'elle resta 15 ans auprès des orques, y compris dans un rôle principal dans le populaire Shamu Show qui attirait des gens du monde entier. Shamu était le nom artistique utilisé par plusieurs orques qui se produisaient à SeaWorld dans le cadre de leur spectacle depuis les années 1960. Au fil des ans, SeaWorld décida d'enregistrer le nom. Sa vie n'aurait pas pu être meilleure. Pour Dawn, tout se passait comme elle l'avait imaginé un jour. Elle était l'image de SeaWorld, apparaissait sur les panneaux publicitaires dans tout Orlando, était très reconnue par beaucoup. Elle apparut même dans une interview télévisée où elle parla de l'importance de rester en bonne forme physique pour travailler avec les orques. C'est pourquoi elle passait elle-même des heures à s'entraîner. Elle adorait courir, soulevait des poids et faisait du vélo. Dawn était consciente des risques de son travail, mais elle ne laissa pas cela affecter le lien qu'elle avait formé avec son cher ami Tilikum. Comme elle savait que les orques en liberté n'avaient jamais attaqué d'humains, elle se fia à cela et ne crut pas que quelque chose serait différent. Pendant des années, nous avons vu les orques très sympathiques, et à cause de ces spectacles marins, nous nous faisons l'idée que ce sont des animaux amicaux et affectueux. Mais la vérité s'avère un peu accablante, et c'est que les orques sont des super prédateurs, ce qui signifie qu'au-dessus des orques, il n'y a aucun prédateur, c'est-à-dire qu'elles sont en tête de la chaîne alimentaire dans les océans. L'orque est même capable de se nourrir d'espèces aussi grandes et aussi bien préparées pour l'attaque qu'elle-même. Ainsi, non seulement elle rivalise avec d'autres animaux dans la chasse aux phoques, aux dauphins, aux grands calmars ou aux poissons, mais en plus, des sciadorques attaquant de grands requins blancs ont été constatés. Les mâles atteignent une longueur et un poids maximum de 9 mètres et 568 kg, tandis que les femelles n'atteignent que 7 mètres de long et 310 kg de poids. Elles possèdent de temps à fourtant pièces dentaires dans chaque cadran des mâchoires et au total, elles totalisent entre 40 et 46 dents. Toutes ont la même forme, sont relativement grandes, atteignant 13 cm de longueur, avec des pointes légèrement émoussées et courbées vers l'intérieur. Elle a une bonne vision dans et hors de l'eau, son ouïe est excellente et elle a un bon sens du toucher, comme les autres cétacés. Elle manque d'odorat. Elle a un système d'écholocation exceptionnellement sophistiqué. Elle est capable de détecter l'emplacement et les caractéristiques des proies et d'autres objets de son environnement en émettant des sons et en recevant et interprétant ensuite les échos. En liberté, les orques peuvent nager jusqu'à 160 km par jour et plonger jusqu'à 350 mètres de profondeur. Les orques vivent généralement en groupes de moins de 40 individus. La communication vocale des orques est très développée et est un élément essentiel pour permettre les relations sociales complexes qu'elles maintiennent. Comme tous les odontocètes, les orques dépendent des sons émis pour s'orienter, se nourrir et communiquer entre elles. Elles consacrent également beaucoup de temps à entraîner leurs petits, y compris les compétences de chasse. Les techniques de chasse de l'espèce varient selon la région dans laquelle elle vit, l'animal chassé et le type d'orque. Elles peuvent le faire individuellement ou en équipe. Par exemple, pour tuer de grands cétacés, elles le font lors d'attaques coordonnées entre plusieurs individus, au cours desquelles la proie est heurtée et mordue à plusieurs reprises aux nageoires pectorales et caudales, aux flancs, au dos et à la tête, tombant finalement épuisées par la perte de sang. Une autre méthode de chasse qu'elles utilisent est l'échouage intentionnel pour capturer des loups et des éléphants de mer lorsqu'ils se trouvent près du bord de la mer. Cette chasse si particulière est très risquée, car la possibilité que pendant la tentative d'attraper sa proie, l'orque s'échoue sur la plage et soit incapable de retourner à l'eau est très élevée. Une autre technique documentée consiste à jeter à l'eau
les phoques qui se reposent sur de petits icebergs ou plaques de glace. Pour cela, plusieurs orques nagent en formation serrée vers l'objectif, pour provoquer des vagues qui inclinent le bloc de glace et font glisser la proie. La vérité est qu'il n'y a aucun doute sur leur astuce. Selon des études, les orques ont le quotient intellectuel d'un humain de 16 ans, possédant le deuxième plus grand cerveau parmi les cétacés après le cachalot. Les orques sont capables d'imiter d'autres individus et semblent enseigner intentionnellement des compétences à leurs parents. La vérité est que nous pouvons dire que l'orque est un animal très intelligent en raison de son environnement, de son comportement et de ses stratégies de survie. Mais toute cette grandeur se réduit lorsque l'orque est maintenue en captivité. Bien qu'au début elles puissent se montrer dociles et faciles à dresser, ce n'est pas du tout bon. Elles sont confinées dans de petits réservoirs et sont nourries avec un régime de poissons congelés. Leur espérance de vie est faible comparée à celle des orques qui sont en liberté. L'enfermement produit chez ces animaux des troubles continus de leur santé, de type pathologique, c'est-à-dire des maladies, et psychologiques. Oui, bien que vous ne le croyiez pas, elles peuvent souffrir de dépression, ainsi que d'altération de leur anatomie. Un cas très particulier et notoire est la perte de rigidité de leur nageoire dorsale. Comme elles sont dans de petits bassins, elles ne peuvent pas plonger complètement, ce qui atrophie les muscles qui maintiennent la nageoire dorsale droite. Elles ne peuvent pas chasser ni adopter des comportements naturels, ce qui leur provoque de l'ennui, du stress et des troubles mentaux. Ces orques captives détestent être enfermées, et on sait que beaucoup d'entre elles montrent des comportements anormaux, comme nager en cercle sans arrêt, et peuvent agir agressivement contre elles-mêmes, contre leurs compagnons de bassin et contre les humains. Bien qu'on connaisse quelques rencontres d'orques en liberté avec des humains, celles-ci n'ont pas été alarmantes. Cependant, les CA d'attaque d'orques en captivité qu'elles ont protagonisées existent. Il y a près de 2 douzaines d'attaques contre des humains, certaines avec des résultats mortels. Et la dernière rencontre fatale enregistrée d'une orque avec un humain s'est produite en 2010, et elle fut protagonisée par une orque appelée Tilikum, le grand ami de Dawn Brancheau. Tilikum était une orque mâle qui vivait en captivité à SeaWorld d'Orlando, aux États-Unis. Il fut séparé de son groupe familial et capturé en 1983, près de l'Islande. Quand il avait environ 2 ans, il fut envoyé à Sealand du Pacifique à Victoria, au Canada. Là-bas, il passa un très mauvais moment. Il devait cohabiter avec 2 femelles appelées Haida 2 et Nootka 4. Quand le parc fermait, les orques étaient enfermés dans une piscine très petite, et comme les orques en liberté sont très matriarcales, Tilikum était constamment agressé par ses compagnes et avait souvent des blessures. De plus, la méthode de dressage que les entraîneurs appliquaient était très agressive et il était puni s'il échouait ou ne suivait pas sa compagne pendant l'entraînement, car il était entraîné avec une orque femelle. Étant le seul mâle et ses compagnes étant très agressives envers lui, ils se virent dans l'obligation de les séparer, ce qui l'affecta probablement de manière psychologique, car ils sont très sociables et ne se séparent pas de leur famille. Le 20 février de l'année 1991, Tilikum tua Kelty Byrne, âgée de 21 ans, une nageuse qui travaillait à temps partiel comme entraîneuse pour gagner un peu d'argent supplémentaire tout en étudiant la biologie marine. Selon des témoins, Tilikum emprisonna Kelty, l'attrapa par le pied et la submergea à plusieurs reprises sans la lâcher, tandis que les 2 autres orques nageaient en cercle, empêchant le personnel du parc de venir en aide à Kelty. Selon un témoin, on entendit Kelty crier « Je ne veux pas mourir, à l'aide !» Sealand se défendit en disant que l'entraîneuse avait glissé et était tombée dans le bassin où se trouvaient les orques. Ceux qui pour eux était une séance de jeu et elle était malheureusement dans l'eau. Avec cette déclaration, ils ont couvert l'incident comme un accident provoqué par l'employée elle-même. Ce fut sa première victime. Étant donné les circonstances, le parc Sealand ferma ses portes au public. Il faut bien sûr souligner qu'il n'avait ni la capacité ni les conditions pour héberger les animaux. En 1992, Tilikum fut transféré à SeaWorld, à Orlando, en Floride. Une fois de plus, sa cohabitation fut difficile, car il était le seul mâle.
le même schéma de comportement des femelles envers Tilikum se répétait. Ainsi, s'il n'était pas agressé par les femelles, il se trouvait isolé, et c'est de cette manière qu'il alternait sa vie, et cela se répéta pendant plusieurs longues années. Jusqu'à un matin du 6 juillet 1999, lorsque les entraîneurs restèrent sans voix et terrifiés devant la découverte du corps sans vie de Daniel Dukes, âgé de 27 ans, sur le dos de Tilikum, qui, selon la version officielle, s'était introduit dans le parc pendant la nuit. SeaWorld se prononça à ce sujet et mentionna que le jeune homme était sans abri et mentalement instable. De plus, dans leur première version, ils assuraient que l'homme ne présentait pas de traces de morsure sur son corps et qu'aucune trace de sang n'avait été trouvée dans la piscine. Ceci dans l'intention de favoriser l'entreprise. La vérité est que les enquêtes ont indiqué que Daniel Dukes était mort d'hypothermie dans le bassin des orques et avait été découvert le lendemain matin après que Tilikum eut passé la nuit à mordre et à jouer avec le cadavre, car il fut retrouvé nu et castré. 6 déclarations indignèrent complètement les parents de Daniel, qui déposèrent une plainte contre SeaWorld 2 mois après la mort de leur fils, qu'ils retirèrent par la suite pour des raisons inconnues. Compte tenu de tout ce qui a été décrit précédemment, ajouté aux antécédents de l'orque Tilikum, n'importe qui dans son bon sens y réfléchirait à 2 fois avant de s'approcher d'une orque, comme le ferait dans ce cas un entraîneur. Eh bien, malgré le fait que Dawn était consciente de tout cela, son affection pour Tilikum l'aveugla complètement. Et malheureusement, Dawn Brancheau fut la 3e victime sur la liste de Tilikum. Dans l'après-midi du 24 février 2010, Dawn Brancheau effectuait un spectacle de dîner avec Chamu avec son cher ami Tilikum, qui mesurait alors 6,9 mètres de long et pesait 5400 kg. 6 nageoires pectorales mesuraient environ 2 mètres de long. Sa nageoire caudale était courbée vers le bas et sa grande nageoire dorsale d'1,8 mètre était complètement effondrée vers le côté gauche. C'était l'orque la plus grande et la plus populaire de SeaWorld Orlando à ce moment-là. Sa présentation se déroulait pendant que les visiteurs se trouvaient dans un restaurant en train de profiter d'un repas en plein air. De nombreuses familles faisaient leurs réservations pour emmener leurs enfants voir l'énorme orque avec sa grande dresseuse effectuant ses tours les plus impressionnants. Le spectacle fut vraiment impressionnant. Dawn s'en tint à sa routine, montrant à son public comment Tilikum agissait tout en le récompensant avec du poisson. Une fois le spectacle terminé sans aucune nouveauté, les touristes commencèrent peu à peu à se lever et à partir, tandis que certains d'entre eux restaient encore au restaurant, en train de filmer sans imaginer ce qui allait se passer et que ce seraient les dernières minutes de vie de Dawn. Innocemment, comme c'était son habitude chaque fois qu'elle terminait son spectacle, Dawn s'approchait de Tilikum pour lui caresser le nez, comme pour le remercier de son comportement, en plus de sentir que son approche calmait Tilikum du stress de la présentation. Dawn aimait vraiment beaucoup Tilikum. Elle sentait une connexion spéciale avec lui, malgré les antécédents de l'orque. Dawn se souciait davantage des sentiments de Tilikum, que tout aille bien pour lui, et ne pensait pas si être proche de lui la mettait en danger. Sa confiance et son amour l'amenèrent une fois de plus à s'allonger au bord de la piscine à côté de son énorme ami, sans imaginer qu'à ce moment-là, tout allait complètement changer. Tout s'est passé très vite. Il y a 2 versions de la façon dont Tilikum a attaqué. L'une dit qu'il a attrapé Dawn par le bras et l'a submergée, et l'autre dit que l'orque l'a saisie par sa queue de cheval. Quelle que soit la façon dont cela s'est produit, cela n'avait d'importance que pour les enquêtes ultérieures. Mais le fait est que Tilikum l'a submergée dans le bassin et ne l'a pas lâchée, la balançant sous l'eau. Son attaque fut très violente et prolongée. Imaginez qu'il la tenait par les cheveux avec ses dents énormes et puissantes, la déplaçant de droite à gauche comme s'il s'agissait d'un jouet, est vraiment effrayant rien que d'y penser. Tous ceux présents sur les lieux furent sous le choc, stupéfaits par l'attaque violente de l'orque envers sa dresseuse de longue date. Les touristes qui ont assisté à cette scène terrifiante ne pourront jamais oublier ce qu'ils ont vécu cet après-midi-là, étant venus avec l'espoir de ramener de beaux souvenirs chez eux et finissant par être témoins de quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé voir. Immédiatement, ses collègues activèrent un protocole pour essayer d'aider Dawn. Dans ces cas-là, la priorité était d'évacuer les visiteurs,
tandis que d'autres collègues tentaient d'attirer l'attention de Tilikum avec de la nourriture pour qu'il lâche sa dresseuse. Ils essayaient aussi de le détourner avec des filets, mais les tentatives étaient vaines. Tilikum ne lâchait Dawn pour rien au monde. Il est fort probable que Dawn soit morte quelques minutes après avoir été violemment submergée dans l'eau. Ses collègues savaient que Dawn n'était déjà plus parmi eux, mais ils firent néanmoins l'impossible pour la récupérer des mâchoires de Tilikum. Finalement, ils décidèrent de l'emmener dans la zone de la piscine médicale qui était peu profonde. Et là, ils essayèrent de le calmer pour qu'il lâche Dawn qu'il avait dans sa bouche depuis 45 minutes. L'autopsie de Dawn Brancheau fut rendue publique et elle décrit l'état de son corps, y compris la cause de sa mort. Selon le rapport, Dawn est morte par noyade et traumatisme par objet contondant. Son corps présentait de nombreuses fractures, notamment à la mâchoire, aux côtes et aux vertèbres cervicales. Son coude gauche était disloqué et son genou gauche également. Elle a été attaquée avec tant de force et d'agressivité que son cuir chevelu était complètement détaché et a été retrouvé au fond de la piscine. Sa famille, en apprenant ce qui s'était passé, se présenta rapidement, ne pouvant croire ce qui arrivait. Dawn, si pleine de vie, super active et charismatique, dévouée à son travail, il était presque impossible de penser que la cause de sa mort était l'animal qu'elle aimait et appréciait le plus. Avec beaucoup de douleur dans leur cœur, sa famille était présente dans une salle d'audience, demandant que les vidéos des caméras de sécurité du parc, qui avaient capturé les scènes épouvantables de Tilikum tuant Dawn, restent privées, car de nombreux médias voulaient que les images soient rendues publiques pour alerter les parcs aquatiques des dangers liés à la détention d'animaux en captivité. La mort de Brancheau fut le début de nombreuses et complexes affaires judiciaires dans lesquelles le parc SeaWorld se trouva impliqué. Le 23 août 2010, le parc fut condamné à une amende de 75 000 $ par l'Occupational Safety and Health Administration, OSHA, pour la violation de 3 règles de sécurité, dont 2 liées à la mort de Brancheau. Mais qu'était cette somme comparée à ceux que générait le spectacle mettant en scène Tilikum et Dawn Brancheau pendant une semaine, voire une journée? Eh bien, en vérité, cela ne plut pas du tout à l'entreprise, et SeaWorld publia un communiqué qualifiant les résultats de l'OSHA de sans fondement. Tilikum fut retiré du spectacle pendant que les enquêtes étaient menées et revint pour les spectacles le 30 mars de l'année 2011. Mais cette fois, le parc avait dicté de nouvelles mesures aux employés pour traiter avec les orques. Les dresseurs n'étaient pas autorisés à entrer dans l'eau avec Tilikum. Tout se faisait depuis un petit mur qui ne donnait pas de contact direct avec l'animal. De plus, des tuyaux à haute pression étaient utilisés pour le diriger ou le masser au lieu d'utiliser les mains. Des garde-corps amovibles furent également installés sur les plateformes et des filets de sécurité dans la piscine. Après plusieurs mois, le 7 décembre de la même année 2010, on apprit que Tommy Lee, membre de la PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, et également membre du groupe musical Mötley Crüe, avait envoyé une lettre au président de SeaWorld. Il y dénonçait plusieurs pratiques du parc envers Tilikum qui le blessaient en tant qu'être vivant, et dénonçait également sa réclusion dans un bassin de dimension réduite après la mort de sa dresseuse, exigeant sa libération. Le lendemain, SeaWorld répondit à la lettre de Lee, indiquant que les accusations de la PETA étaient inappropriées. SeaWorld fut à nouveau sous les feux des projecteurs lorsqu'en 2013, un documentaire intitulé Blackfish fut diffusé. Sa réalisatrice avait commencé à travailler sur ce documentaire après la mort de Dawn Brancheau, et il se concentre sur la vie de Tilikum. Une orque à qui le destin a joué un mauvais tour, ayant sa première rencontre avec les humains en 1983, lorsqu'il fut capturé à l'âge de seulement 2 ans. À partir de ce jour, la vie de Tilikum ne fut plus normale, passant du grand océan à des journées dans des bassins qui ne ressemblaient en rien à son habitat naturel. Dès lors, ces journées étaient remplies de harcèlement de la part de ses compagnes, qui se trouvaient également en captivité avec lui. Il pouvait passer jusqu'à plus de 14 heures par jour enfermé sans lumière dans de petits réservoirs, le privant de son développement en tant qu'animal et de ses instincts les plus naturels. Selon les biologistes consultés pendant le film,
Il est possible que le comportement agressif et psychopathe de Tilikum ait été causé par tant de répression de la part de SA ravisseurs. Le documentaire a été très bien reçu par le public, ce qui nous montre qu'il y a encore dans le monde des personnes qui comprennent l'altération qui se produit dans le cycle de la vie lorsqu'on prive de liberté un être vivant qui n'est pas créé dans le but de divertir un public et de remplir les poches des autres. Il a également rappelé à ses spectateurs que lorsqu'elles sont en liberté, il n'existe pas de CA d'attaque envers les humains, contrairement à ce qui se passe lorsqu'elles sont captives. Là, elles sont obligées de réaliser des activités en échange de nourriture, car pour qu'elles apprennent souvent une routine, il était courant de les laisser sans manger. On oubliait aussi que ce sont des animaux très attachés à leur groupe familial et que, même si on les mettait avec des individus de leur espèce, s'ils n'étaient pas de leur groupe, il n'y aurait aucune affinité. Le film raconte également la mort d'un dresseur d'orques qui a perdu la vie pendant un entraînement au Loro Park de Tenerife. Le soigneur s'appelait Alexis Martinez et avait 29 ans quand tout s'est passé en décembre de l'année 2009. Les entreprises de parcs aquatiques croient qu'en captivité, certains animaux peuvent vivre plus longtemps, mais dans le cas des orques, ce n'était pas le cas. Leur espérance de vie moyenne en captivité est de 25 à 30 ans, alors que s'ils sont en liberté, dans leur habitat, l'espérance de vie pour les mâles peut aller jusqu'à 50 ans et pour les femelles jusqu'à 100 ans. Une réalité qui, malgré les chiffres et les statistiques, continue d'être ignorée. Les critiques reçues par ce documentaire ont été très bonnes. Il y a eu plusieurs notes dans des colonnes de magazines reconnus et sur des sites web. Beaucoup ont fait écho à la polémique existante sur le maintien des orques en captivité pour être montrés dans des spectacles de cirque. Eh bien, la vérité est que ce documentaire a eu un effet assez considérable pour CES Entreprises qui profitent de ces activités. Et c'est que la fréquentation du parc SeaWorld et Busch Gardens a diminué de 5% au cours des 9 premiers mois de l'année 2013. Bien sûr, on ne peut pas affirmer que cette réduction était due à l'influence du documentaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette même année, de nombreux artistes musicaux avaient annulé leur participation au festival Bands, Blues and BBQ qui s'est tenu par la suite en février et mars 2014. En guise de protestation contre les supposés mauvais traitements infligés aux animaux dans ce parc aquatique. Le parc SeaWorld a reconnu en novembre 2014 que la fréquentation avait chuté de 5,2% par rapport à l'année précédente et que les bénéfices avaient baissé de 28% au cours de ce trimestre. Les actions de la société ont chuté de 50%. Ces statistiques indiquent que le documentaire a réussi à sensibiliser de nombreuses personnes à ce moment-là. Actuellement, de nombreuses personnes ne sont pas d'accord avec l'existence des zoos ni des parcs aquatiques. La vérité est que tant les animaux que les êtres humains, nous avons des habitats différents. Nous ne pouvons pas mélanger nos vies avec celles des animaux sauvages. Ils ont été créés pour vivre en liberté, avec des instincts naturels pour leur survie, dans laquelle l'intervention humaine n'est pas envisagée. Chaque animal sauvage a la capacité de se développer dans son environnement. Si nous intervenons pour une raison quelconque, nous endommageons quelque chose qui est prédestiné dans son ADN. Nous ne pouvons pas les rendre dépendants de nous, sinon leur comportement et leur développement ne seront pas les mêmes que s'ils devaient se débrouiller seuls. Malheureusement, cela se produit lorsque nous les sortons de leur habitat pour démontrer que nous avons le pouvoir sur eux. Démontrer que nous pouvons les dresser à notre guise et pour notre divertissement, nous ignorons tout dommage que cela peut provoquer chez les animaux. Nous ne pensons qu'à nos bénéfices et cela a fait que la nature perde de plus en plus une partie de son charme, que par l'intervention de la main de l'homme, des espèces entières aient disparu. Le cas des orques est similaire à celui des lions ou des tigres dans les zoos, des animaux qui ont des hectares pour développer leur musculature, se retrouvent souvent enfermés dans des espaces très réduits, si bien que la plupart du temps ils sont couchés, perdent le sens de la chasse en étant nourris directement, sans parler de ceux qui naissent en captivité et n'ont jamais vu une prairie. Il en va de même pour les orques. L'océan est si immense qu'elles peuvent se déplacer où elles veulent et plonger jusqu'à la profondeur désirée. Elles ont une grande variété d'aliments et des techniques de chasse qu'elles ont elles-mêmes mises en place et enseignées à leur génération,
sans avoir besoin de l'intervention humaine. Bien sûr, nous ne pouvons pas nier qu'assister à ces spectacles est fascinant du fait que, étant des animaux sauvages, nous ne sommes pas prêts de les voir dans leur habitat. Nous sommes envahis par la curiosité de savoir comment ils sont, comment ils se sentent au toucher, quel est leur comportement. Donc, il ne suffit pas de les voir seulement dans des programmes éducatifs, mais nous devons les voir face à face. C'est pourquoi nous nous prêtons à assister à ces parcs et à nous distraire, tout en sachant qu'ils souffrent de stress constant et parfois même de mauvais traitements de la part de certains soigneurs. Nous adorons penser à la capacité qu'ils ont d'apprendre des routines, sans imaginer l'arrière-plan de tout cela. Sachant le risque qui existe d'être à côté d'animaux sauvages, beaucoup de personnes décident d'effacer cette pensée de leur mémoire et laissent place aux sentiments aveuglants pour eux. Et elles décident d'être là, partageant l'espace, parce qu'elles pensent pouvoir supprimer même les instincts les plus profonds avec des marques d'affection. Et malgré les résultats, elles continuent d'agir de la même façon, jusqu'à ce qu'elles se retrouvent face à face avec la mort. Et quand elles arrivent à ce point, il n'y a plus de retour en arrière, elles ne dépendent que d'un miracle ou que ce ne soit pas leur heure. Il ne faut qu'une milliseconde pour que leur vie s'éteigne. Tous les dresseurs d'orques savent qu'ils sont face à une bombe à retardement et c'est une roulette au hasard. Ce jour-là, Don Brancho a cru que ce serait comme les autres, un jour de plus dans son travail avec son animal préféré. Dans son esprit, rien de mal ne pouvait arriver, pas à elle, parce qu'elle savait qu'elle montrait une véritable affection à Tilikum. Six collègues pouvaient sentir cette démonstration d'affection. Ils étaient témoins de la connexion qu'elle avait avec l'orque. Son sourire dans chaque partie de son spectacle n'était pas seulement parce que son acte le méritait, mais parce qu'elle donnait tout d'elle-même dans chaque présentation. Elle aimait vraiment partager la piscine avec Tilikum. Ses aises, proches et amis se souviendront d'elle comme d'une femme passionnée par son travail, amoureuse à 100% des animaux qui prenaient très bien soin de Tilikum. Grâce à certains touristes qui filmaient encore la rencontre de Dawn avec Tilikum, on peut voir le sourire et la tranquillité qu'elle avait, images avec lesquelles sa famille a décidé que Dawn serait rappelée. Pour Tilikum, sa fin a également été très triste. Depuis l'année 2016, Tilikum a commencé à agoniser lentement à cause de ce que les vétérinaires de SeaWorld ont appelé une infection bactérienne dans ses poumons qui est résistante au traitement et donc incurable. Tristement, il est décédé le 6 janvier 2017 à l'âge de 36 ans dans les installations de SeaWorld à Orlando, en Floride. Actuellement, on peut voir plusieurs de ces petits se produire dans divers SeaWorld et autres parcs marins. La famille de Dawn, pour sa part, a créé la fondation Dawn Brancho qui se consacre à améliorer la situation et la qualité de vie des animaux et des enfants dans le besoin. Rappelle-toi, nous pouvons intervenir si les circonstances le justifient, mais pas pour les sortir de leur confort comme l'est leur habitat, par simple plaisir. Cela n'est vraiment pas bien du tout. Nous ne devons pas oublier que tout animal doit être traité avec respect. Ils n'ont pas été créés dans le but de nuire à l'être humain. Ils n'ont pas la capacité de raisonner sur le bien ou le mal, capacité que nous, les êtres humains, possédons et dont nous pouvons faire bon usage quand il s'agit d'animaux. Nous savons que la grande majorité des personnes utilisent leur voix pour aider de nombreux animaux à risque. C'est pourquoi il existe des organisations, des fondations, des refuges entre autres. Et tant qu'il existera encore des personnes dans le monde disposées à prendre soin du bien-être de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, nous pouvons avoir foi en l'humanité. Nous regrettons le dénouement final de cette belle histoire d'amitié et de soins que Dawn s'est chargée de forger pendant des années. Sûrement, si Dawn était encore parmi nous, elle ne se serait jamais séparée de son cher ami Tilikum. Elle l'aurait accompagné jusqu'à ses derniers jours ici sur Terre. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Nous aimerions savoir ce que tu as pensé de ce cas. Crois-tu que la mort de Dawn Brancho aurait pu être évitée? Que penses-tu de la captivité des animaux sauvages pour notre divertissement? Crois-tu qu'il est en notre pouvoir de changer le triste destin de nombreux animaux, en particulier celui des orques? Fais-nous savoir ton opinion dans les commentaires et n'oublie pas de liker la vidéo et d'activer les notifications. Rappelle-toi aussi de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À bientôt!